Et bonjour, du coup, les citoyens, les citoyennes, ça y est, la Révolution française est passée par là, donc on peut s'appeler citoyen. Et du coup, aujourd'hui, j'avais dit que je parlerais de l'Amérique latine. Et donc 1810, du moment jusqu'en 1830, où l'Amérique dite latine, les Amériques du Sud, se bougent. Et où les peuples vont procéder à des guerres civiles et des révolutions qui vont installer les Premières Nations d'Amérique latine. Alors, je suis quand même obligée de vous donner un contexte. C'est-à-dire, en fait, ce qui est raconté dans le bouquin, donc coordonné par Mathilde Larère, dont je vous raconte les différents épisodes sur les différentes révolutions, c'est que, en fait, les révolutions, on ne sait pas trop quand elles interviennent. Des fois, les conditions sont complètement réunies et il ne se passe rien, et des fois, elles ne sont pas du tout réunies et pourtant, elles se produisent. En tout cas, il y a évidemment des facteurs objectifs qu'on peut analyser longtemps après, mais là, bon, c'était pas forcément, on va dire, évident que dans ces régions-là, il y ait des révolutions. Pourtant, elles se sont produites dans un contexte historique. Donc, Napoléon a pris le pouvoir. Et il s'étend partout, hein. Il cherche à constituer un empire. Il devait aller occuper le Portugal, et en passant par l'Espagne, il décide que voilà, il va annexer également l'Espagne, et il installe son frère roi d'Espagne, qui s'appelle, je sais plus comment, Ferdinand, je crois, un truc comme ça. Et alors, il installe son petit frère, et donc il vire le roi espagnol en place, qui était assez populaire. Et alors, surtout, il y avait une tradition, en fait, en Espagne, c'est que les rois n'étaient pas de droit divin, hein, c'était pas des monarchies de droit divin. Le roi était installé par le peuple, et donc du coup, là, en fait, le roi installé par le peuple se voit destitué pour un gars, là. Donc, ça pose déjà un premier problème. Et en fait, pour revenir dans un contexte encore plus lointain, 1492, Christophe Colomb donc découvre, c'était pas le premier, les Amériques. Et en fait, effectivement, les Espagnols et les Portugais vont coloniser cette partie-là des Amériques, cette partie du Sud, qui donc parle espagnol. Mais donc cohabitent comme en Amérique du Nord, hein, comme aux États-Unis, qui sont devenus les États-Unis d'Amérique, cohabitent les Indiens qui étaient déjà là, des esclaves importés, puisque du coup le commerce triangulaire et l'esclavage a commencé, et donc la production d'esclaves, puisque c'est comme ça que c'était appelé, commence. Et tout ça, donc, c'est vu d'Europe, c'est pour récupérer les minerais et les richesses que la terre d'Amérique possède, et donc les ramener pour la richesse des États européens. C'est ce commerce-là, fondé donc sur la spoliation et l'accaparement des richesses minières d'Amérique latine, et l'esclavage et le commerce triangulaire, que le commerce international et les marchands et les règles du capitalisme vont commencer à s'imposer un peu partout dans le monde. Donc, quand aujourd'hui on parle de décolonisation, on est aussi sur un système économique qui de toute façon est fondé dès l'origine sur ces trucs-là. Et donc là, on est donc en Amérique hispanisante, où il y a des esclaves libres des esclaves, des libres de couleur, des colons, des créoles, et des autochtones. Et donc tous ces gens-là cohabitent, plus ou moins, mais contrairement à ce qui s'est passé en Amérique du Nord, et ben là, en fait, ce sont des peuples qui vont se retrouver pendant les guerres. Encore une fois, dans les guerres, les troupes vont être des endroits de mélange et de discussion. Alors, donc en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, éventuellement, dans tous ces pays qui existaient sous des formes différentes de ce qu'on connaît à l'heure actuelle, et ben en fait, les guerres civiles c'est-à-dire que c'est pas évident que par exemple, que les libres de couleur ou les esclaves
soient opposés à la monarchie. Parce qu'en fait, eux, à la limite, si c'est la monarchie comme avant, mais qu'on les libère, s'en foutent quoi. Mais c'est en fait chemin faisant où en fait quand l'ancien roi d'Espagne va virer le frère de Napoléon et récupérer son trône, mais que lui il n'est pas du tout pour la libération des esclaves, en fait chemin faisant dans toutes ces guerres civiles, et ben en fait ils ont dit bah non, bah si le roi il veut pas nous libérer, bah nous on est contre le roi. Mais comme chemin faisant il y a eu aussi la guerre aux États-Unis, la révolution aux États-Unis et la révolution française et les idées des Lumières, etc., qui l'air de rien infusent une manière. Bon, je dis bah ouais. Et puis il y a eu Haïti, donc ex-Saint-Domingue, où là il y a eu une révolution et la mise en place d'un nouveau système, d'un nouveau régime politique et la libération des esclaves. Et donc Haïti étant passé par là, et ben on dit bah ouais bah voilà, on va continuer quoi. Alors il y a un gars, Bolivar, qui lui est plutôt issu de la bourgeoisie, non pas de la bourgeoisie, de l'aristocratie, mais qui s'intéresse beaucoup, voue un culte à Napoléon, voue un culte aussi au gars de Haïti dont le nom m'échappe. Comment il s'appelle ? Bon, je sais plus, ça va me revenir. Et donc, et lui, alors, dans l'histoire, on n'arrive pas trop à le situer. Était-il en fait une espèce de gars qui voulait juste le pouvoir pour lui, et qui s'était un peu inspiré de toutes ces idées-là, avait frayé son chemin pour prendre le pouvoir, ou était-il quelqu'un, un vrai libérateur? Et voilà, bah, l'histoire a encore du mal à trancher. En tout cas, Hugo Chavez, qui était le président du Venezuela, a considéré que Bolivar, qui a donné son nom à la Bolivie, était le premier fondateur du socialisme en Amérique latine. Ouais, je ne saurais pas dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a libéré les esclaves et qui a mené les guerres civiles dans tous ces pays, qui ont donné la Bolivie, qui ont donné le Pérou, qui ont donné le Venezuela, l'Équateur, etc. Et qui se sont fondés, c'est-à-dire sur une base patriote. Ça aussi, c'est quelque chose qui... moi, on m'a souvent raconté, je ne connais pas du tout les pays d'Amérique latine, mais que là-bas, les gens sont très patriotes. Ils brandissent leur drapeau national à longueur de temps. Et en fait, peut-être que ça vient de là, cette idée que, en fait, en même temps qu'on se libère, on devient une nation et on devient un peuple. Et donc, on est fier de notre drapeau. Ce qui est, voilà, c'est vrai qu'en France, la Révolution française, elle a donné le drapeau tricolore, mais aujourd'hui, on est toujours un peu en délicatesse avec ce truc-là, en se disant, est-ce qu'on n'est pas un peu des nazis si on brandit le drapeau tricolore, si on est patriote? Voilà, donc c'est pour dire que des pays où le socialisme et la gauche, de façon générale, l'anticapitalisme, a quand même donné des gouvernements très ancrés, l'Équateur, la Bolivie, le Venezuela, qui ont su préserver les biens communs, le sous-sol, etc., et braver le capitalisme, et notamment les États-Unis, le patriotisme, c'est pas du tout un problème. Enfin, on n'est pas du tout un nazi, au contraire, on est plutôt quelqu'un de bien. Donc voilà. Je trouve que ma façon de vous présenter ces révolutions est un peu foutraque. En même temps, d'habitude aussi, donc ça change pas tellement. C'est juste en fait, je dois vous dire que le confinement me pèse pas trop, mais la pandémie, oui. Voilà, j'ai de plus en plus des bouffées d'angoisse et des moments un peu difficiles. Me replonger dans les conférences gesticulées, dans cette histoire de révolution me fait beaucoup de bien. Je revois des bouts de trucs et tout. Je reconstitue des puzzles, mais je sais pas où on va en fait. J'arrête pas de lire des trucs hyper positifs, genre après plus jamais ça, on va tout changer, etc. Et puis des trucs très négatifs en disant de toute façon les militants c'est des nazes, ils comprennent rien, et puis à la fin tout va finir mal et tout. Et en fait, je sais pas, je me raccroche à cette idée que des fois les gens font des choses, les peuples font des trucs. Des fois ça tient à un contexte et puis aussi à un gars, voilà, comme Bolivar, là, un peu inclassable, mais qui y va, qui entraîne les gens. Et puis des fois c'est beaucoup plus collectif, en tout cas les expériences très très collectives que j'ai vues, les nuits debout, les indignés, les machins, c'était super, mais ça n'a pas abouti. Alors que des fois quand il y a un leader, quelqu'un qui entraîne, ça permet, je sais pas, d'avancer et de faire. Ce qui ne veut pas dire que derrière il ne se fasse pas guillotiner. Bon, Bolivar il est mort en 1830, je
crois, de maladie, mais pas en même temps, il n'était pas vraiment chef de rien. Il aurait voulu rejoindre l'Europe et puis il est mort avant. Donc je sais pas, je me dis quand même que de toutes les manières, l'histoire elle a avancé quand les gens ont fait des choses ensemble et que aujourd'hui je vois qu'une chose qui permette de faire ensemble, c'est l'éducation populaire. Et comme leader charismatique ou comme gens intellectuels populaires tels que le disait, le définissait Gramsci, je connais vraiment que les conférences gesticulées ou voilà, ou des gars comme Ruffin qui donnent la parole, etc. Mais dans les conférences gesticulées, c'est des gens qui analysent leur parcours et qui le partagent. Et du coup, voilà, donc je me raccroche à ça, aux gens qui ont fait des révolutions et aux gens qui font des conférences gesticulées. Du coup, je vais vous présenter une conférence gesticulée qui n'a aucun rapport avec le sujet de l'Amérique latine, voilà, mais qui est celle de Daniel Simonet, qui s'appelle Uber, les salauds et mes ovaires, et qui raconte le capitalisme d'aujourd'hui, l'ubérisation, et qui traite ça habilement avec son engagement politique en tant que femme, et donc les difficultés en tant que femme qu'elle rencontre. Et le fait qu'elle se fraye un chemin d'une nana qui veut faire la révolution, qui ne veut pas laisser faire l'ubérisation et le capitalisme, et qui fait. Voilà, je sais pas. Maxime, le collègue de la coopérative citoyenne, me dit tout le temps, c'est un peu capillotracté quand même, le rapport entre les cons gesticulés que tu présentes et les révolutions que tu présentes. Je dis, bah en fait, ouais, mais en même temps, quelque part, c'est exactement la même chose. Enfin, dans ma tête, je sais pas pour vous. Mais pour moi, c'est la même chose. Voilà, et ben écoutez, bonne suite de confinement, bonne préparation de la révolution et bon visionnage de conférences gesticulées. Au revoir.